Bonjour à tous, je suis Stéphane Nodin, directeur commercial et marketing de Saouti. Je suis ravi de vous accueillir dans cet atelier qui est dédié à la monétisation des podcasts, qui est un sujet extrêmement important en ce moment et qui agite beaucoup le monde de la presse et l'ensemble des médias qui adoptent ce format innovant et plutôt en plein essor. Et pour cela, je vais vous partager une vidéo qui traite du sujet, qui est animée par Laurent Huet, qui est le cofondateur de Saouti et qui en est également le directeur exécutif. Et je vous retrouve juste après. Voilà. Donc, on est bien sur la monétisation et on est sur la monétisation de l'audio digital. Alors, quelques mots sur le vocabulaire lié à l'audio digital, très rapidement. Le premier vocable qui existe, évidemment, c'est la web radio. La web radio, c'est quoi ? C'est une grille de programmes composée de musique, d'émissions, d'habillage et qui génère un flux continu. Et ce flux continu peut être réécoutable en délinéarisé à travers ce qu'on appelle des podcasts replay. Donc, c'est le vocabulaire consacré dans le monde des médias pour ces podcasts qui sont issus des flux de web radio. On a ensuite la notion de podcast natif. Un podcast natif, c'est un podcast qui est généré en dehors d'une grille de programme radio. Donc, c'est typiquement des podcasts complémentaires émis par une radio traditionnelle ou classique, ou des podcasts qui sont produits spécifiquement par des médias, presse par exemple, ou télé, en complément de leur production historique. Vous avez ensuite la notion de podcast réplica. Alors, les podcasts réplica, ce sont tout simplement des lectures d'articles écrits mis dans la voix des journalistes qui permettent à des auditeurs d'écouter un article plutôt que de le lire. Et c'est d'ailleurs une modalité assez intéressante pour se lancer dans le podcast, en complémentaire du podcast natif. Vous avez ensuite la notion de podcast live. Alors, c'est quelque chose qui est plus rare encore aujourd'hui, mais qui va en se développant et qui va aller en accélérant assez massivement dans les mois et années à venir. Le podcast live, c'est un podcast tout simplement natif, mais qui est produit en direct et qui peut être interactif. Donc, ça sera très adapté à de l'actu, du sport, à des choses qui demandent de l'interactivité de la présence chaude auprès des auditeurs. Ensuite, on a un vocabulaire qui est important, parce qu'on parle de podcast, mais c'est un petit peu générique comme terme, c'est le vocabulaire d'émission et d'épisode. Un podcast, c'est quoi ? Eh bien, c'est une émission qui est composée d'au moins un épisode. Donc, il y a une notion dans cette émission de ligne éditoriale, de ton, d'angle commun à l'ensemble des épisodes. Et enfin, il y a un format qu'on va reprendre tout au long des épisodes de cette émission, qui sont les formats issus du monde de la radio, qui sont les formats de type interview, débat, chronique, flash, journal, reportage ou encore récit. Et puis, il y a ensuite des caractéristiques propres à cette émission qui sont la durée, le rythme. Donc, vous pouvez avoir des productions toutes les heures, par exemple un flash toutes les heures, une production quotidienne, par exemple le journal du jour, hebdomadaire, mensuel, etc. Alors, on ne s'attardera pas dans cette présentation sur les aspects éditoriaux. Pour autant, ils sont importants dans la notion de monétisation, puisqu'en fait, si on prend un petit peu de hauteur, la problématique de la monétisation, c'est le retour sur investissement. Et on voit bien que le retour sur investissement, ça intègre aussi la notion de coût. Et donc, combien vont vous coûter ces podcasts à produire, toute cette production ? Et le coût de la production sera directement lié au nombre de podcasts que vous allez produire, à leur format. C'est pas pareil de faire de l'interview ou du débat, à la durée et à leur rythme. C'est pas pareil de produire toutes les heures que de produire une fois par mois. Alors, cette présentation, elle sera structurée avec deux points de vue. Le point de vue de la rédaction. Quel est le retour sur investissement attendu par une rédaction quand on fait du podcast ? Et un deuxième point de vue qui est celui de la régie, qui est vraiment au cœur de notre sujet aujourd'hui, qui est comment on monétise une production de podcast. Et puis enfin, on terminera par des cas clients très concrets, des clients de Saouti, des clients donc qu'on voit travailler aujourd'hui et monétiser les podcasts. Et on va partager avec vous ce qu'on a observé sur ce marché. Alors déjà, pour une rédaction, donc on est sur le point de vue de la rédaction dans cette première partie. Pourquoi intégrer l'audio digital ? Il y a une évidence, c'est l'usage. Aujourd'hui, on a 10 millions de Français qui écoutent des podcasts. Ça, c'est Médiamétrie en 2020 qui nous le dit. Alors, écouter des podcasts, ça veut dire en écouter au moins une fois par mois. Si on regarde maintenant plus spécifiquement la population des internautes, eh bien les internautes sont à 97% à écouter un contenu chaque mois. Ça aussi, c'est Médiamétrie qui nous le dit. On a un volume global d'écoute par mois en France, qui est approximativement de 120 millions d'écoutes de podcasts par mois, en cumulant le natif et le replay. Donc le replay, ce qui est issu de grilles de programme. Et ça, c'est l'Observatoire M6 RTL qui nous le dit. Et cette progression, elle a été assez fulgurante dans les 2 ou 3 années qui se sont écoulées.
Et ça continue à accélérer puisqu'on a aujourd'hui, si on compare juin 2020 et juin 2019, plus 30% de podcasts téléchargés par rapport à il y a un an en juin. Et ça, c'est Médiamétrie qui nous le dit. Et puis enfin, il y a un dernier chiffre que je trouve assez intéressant, qui est un chiffre qualitatif qui caractérise la population des gens qui consomment du podcast. Il se trouve que 56% des auditeurs ont entre 25 et 49 ans. Donc on voit que le podcast va concerner plutôt des personnes jeunes. Les chiffres sont très intéressants également pour les moins de 25 ans. On va concerner donc une population plutôt jeune, ce qui peut être intéressant pour des médias qui souhaitent renouveler leur auditorat avec une population plus jeune. Et puis enfin, 49% des auditeurs de podcasts, des gens qui écoutent des podcasts, sont des CSP+ urbains. C'est donc une cible intéressante pour les annonceurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on va développer du podcast là encore, vue d'avion sur une marque média? Eh bien, d'abord, pour développer le territoire de la marque. Vous allez étendre votre territoire avec l'audio numérique. Vous êtes une radio FM, eh bien, et vous diffusez votre flux sur le web, eh bien, vous allez pouvoir venir compléter votre production par du podcast natif et que vous allez pouvoir distribuer sur l'ensemble des plateformes audio numériques. Donc, vous élargissez votre territoire. Vous êtes un média presse, eh bien, en plus de votre lectorat, vous allez développer un auditorat qui va découvrir votre marque et apprécier votre marque à travers la voix de vos journalistes. Alors, j'insiste sur le point de la voix du journaliste, puisque quand on parle de podcast, on est bien sur la notion de voix, et il y a clairement à travers la voix une notion d'incarnation qui est spécifique à la voix. Et donc, développer du podcast, c'est incarner la marque, transmettre du sens, de l'émotion, de la proximité, c'est faire exister la marque à travers le podcast. Et il se trouve que la voix, dans la mesure où elle n'est pas accompagnée d'images, elle va permettre à vos auditeurs de développer ses propres images, comme avec un livre. Et ce phénomène, enfin cette caractéristique de la voix, fait que l'appropriation du côté de vos auditeurs sera maximale, puisqu'ils vont pouvoir projeter leurs propres images. Et c'est ce qui fait dire d'ailleurs à Marcel Ruffo, qui est un pédopsychiatre bien connu, qui s'est vraiment intéressé aux médias voix, à la radio et au podcast. Ça fait dire à Marcel Ruffo que l'audio, c'est le média le plus proche du psychisme humain. Et vous verrez plus loin dans les chiffres, notamment de monétisation et de ce qu'on appelle le brand recall, vous verrez que le podcast est très efficace justement pour cette raison-là. Et puis enfin, une rédaction, elle va vouloir développer le podcast tout simplement pour répondre à des nouveaux usages. La bonne nouvelle, c'est que si vous développez des podcasts, vous aurez de l'audience, vous allez développer de l'audience. Pourquoi ? Parce que, alors qu'est-ce qui justifie ces nouveaux usages ? Eh bien, les gens aujourd'hui veulent des médias sobres, ils veulent moins d'écran, et pour autant, ils veulent quand même consommer de l'information, du récit, de l'interview, du débat, et ils cherchent des médias d'accompagnement faciles à consommer, pendant qu'on fait autre chose, typiquement, de la cuisine, pendant qu'on remplit sa note de frais au travail. Et d'ailleurs, il y a une étude d'OpinionWay qui demande à des auditeurs de cocher les cases de où est-ce qu'ils écoutent du podcast. Eh bien, on voit que 27% cochent la case à domicile, 21% cochent la case trajet long, 17% en voiture, 15% dans leur lit, 15% sur le lieu de vacances. Donc, vous voyez que le podcast est écouté partout. Il y a une forme d'ubiquité dans le podcast qui est liée justement au fait qu'il n'y ait pas d'écran. Alors, on commence à arriver vraiment au cœur de notre sujet, la monétisation et le ROI. Alors, le ROI, combien ça va vous coûter de mettre en place un projet podcast dans votre média ? Alors, il faut bien entendu des ressources humaines formées, donc il y a éventuellement un coût de formation à intégrer. Il faut une plateforme d'hébergement pour héberger votre production et il faut un peu de matériel pour cette production. Alors, les ressources humaines, c'est d'abord des journalistes. Il faut disposer d'une expertise sur l'éditorial audio ou former des journalistes à l'éditorial audio, ce qui n'est pas compliqué pour des journalistes, mais il faut quand même le faire. Il faut fixer la ligne éditoriale et ça va déterminer le coût de votre production, donc quel format, à quel rythme. Et ça, évidemment, ça va demander une organisation de production régulière à mettre en place. Et puis, il faut l'organiser, cette production. Alors, soit en interne, soit avec des partenaires. Et on constate, on a de plus en plus de clients chez Saouty qui organisent leur production avec des partenaires externes et qui, quelque part, élargissent leur salle de rédaction à des partenariats, clubs de foot, associations culturelles, experts, spécialistes de certains domaines qui vont produire aux côtés du média des contenus qui vont être diffusés par le média.
Donc ça, c'est un levier qui est très intéressant à méditer quand on veut mettre en place de la production dans un média. Enfin, il y a un deuxième aspect humain qui est la réalisation technique. Donc il faut du matériel pour enregistrer et produire cet audio, soit l'enregistrer, soit le produire en direct avec un studio. Donc il faut ce studio, le mettre en place. Le coût du matériel pour un studio, c'est à peu près 2 kg €. Et puis il faut éventuellement compléter avec des enregistreurs numériques pour pouvoir enregistrer le son. Et puis enfin, il faut la compétence pour la réalisation technique. Donc être capable de mener à bien des captations, de mettre en place des habillages pour vos émissions, pour avoir une production soignée, de faire des montages. Et puis, si vous n'avez pas cette compétence pour la réalisation technique, s'y former, c'est pareil, on peut se former, c'est pas très très long, pas très très compliqué. Donc on peut aisément se former à la production, à la réalisation technique audio. Et puis enfin, il faut héberger les contenus, les diffuser sur vos sites, sur vos applications mobiles, dans votre écosystème propriétaire, donc sites, applications, réseaux sociaux. Il faut le distribuer dans l'écosystème des plateformes grand public, donc poussez vos contenus sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, sur les enceintes connectées, et ça, les plateformes d'hébergement comme celle de Saouty savent faire, ont la technologie pour le faire. Et puis enfin, il faut promouvoir vos contenus, et donc il faut prévoir d'intégrer vos contenus dans les articles numériques existants, de la promouvoir dans vos pages, etc. Donc il y a un véritable travail de promotion, et ça vient dans la balance côté ROI, dans la balance des coûts. Je termine cette partie qui est plutôt orientée éditoriale, avant de passer à la partie vraiment monétisation en tant que telle, avec 2 verbatims qui ont été donnés lors d'une table ronde des éditeurs à Innov Audio, une table ronde organisée par l'ACPM, c'était dans les locaux de Radio France en novembre 2019. Donc il y avait Le Parisien, Ouest France, Altis Média. Un premier verbatim, c'est « Le podcast est un outil très puissant pour créer un territoire de marque en l'incarnant par la voix ». Donc c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Avec le podcast, vous incarnez votre média et vous élargissez le territoire de votre marque. Le deuxième verbatim, c'est « L'objectif à court terme, c'est la rétention des abonnés et des internautes. S'ils ne trouvent pas une offre de podcast, ils iront ailleurs ». Ce que je trouve intéressant dans ce verbatim, c'est qu'on voit que le court terme, ça ne sera pas forcément la monétisation, on va y venir, mais c'est déjà de retenir les abonnés et de développer son auditorat. Donc le premier retour sur investissement, c'est le renforcement de la marque et la rétention, et c'est ce qui va pousser votre régie à adopter le podcast. Alors je passe à la partie point de vue de la régie. Donc là, on va vraiment arriver sur la partie monétisation. Comment gagner de l'argent concrètement, comment générer du business avec des podcasts, et puis on illustrera ça par des cas clients tout de suite après. Alors, le premier point dont tout le monde parle, et ça c'est quelque chose que vous trouverez dans un tas de documents, c'est le marché publicitaire. Donc effectivement, c'est un marché publicitaire en forte croissance. Alors, le chiffre de croissance, c'est intéressant, mais quand on parle de petits chiffres, on peut avoir des grosses croissances. On va y revenir tout à l'heure. Mais néanmoins, on voit qu'il y a une très très forte accélération. On a eu plus 32% d'investissement publicitaire. Ça, c'est l'observatoire ePub SRI qui nous le dit en 2019. Plus 45% d'impressions servies. Ça, c'est Kantar qui nous le mesure, avec près de 2 milliards d'impressions servies sur l'audio. Plus 180% d'annonceurs en audio digital depuis 2016. Donc, tous les annonceurs se mettent à l'audio digital. Alors, on voit que ce chiffre, si on l'observe, on voit que ce chiffre, il a tendance à s'écraser un petit peu récemment, parce qu'on voit que finalement, on va arriver au moment où tous les annonceurs se seront mis à avoir une partie de leur promotion qui passe par de l'audio digital. Et puis enfin, le dernier chiffre, c'est probablement un chiffre, un des plus intéressants, c'est un chiffre qualitatif. C'est ce qu'on appelle la mesure du brand recall. Ça a été mesuré par Midroll Media en 2018. C'est une étude qui est très intéressante qui dit que 74% des auditeurs se souviennent d'une marque ou d'un annonceur cité dans un podcast. Et ce chiffre, il est entre 4 et 5 fois plus important que tous les autres supports, donc vidéo, écrit. Donc on voit que quand vous passez une pub ou quand un annonceur est présent dans un podcast, dans 74% des cas, l'auditeur va se rappeler de l'annonceur, ce qui est 4 à 5 fois plus efficace. Donc, à la limite, ça veut dire que l'audio pourrait se vendre 4 à 5 fois plus cher que tous les autres supports. Voilà, donc ça, ce premier slide, c'était pour vous dire, voilà, il y a la pub qu'on mentionne souvent pour monétiser les podcasts. Mais en fait, les choses sont un petit peu plus subtiles que ça, et j'en arrive à un tableau sur les différents modes de monétisation
de l'audio. Alors, il y a une première ligne dans ce tableau que j'ai envie tout de suite de traiter, qui est la ligne abonnement, vente, unité. C'est la ligne qui est à peu près en milieu haut du tableau. Effectivement, il y a pas mal de médias qui se disent, on va, d'ailleurs ça correspond à ce qui a été dit à la table ronde de la CPM, on va valoriser, monétiser, entre guillemets, enfin trouver un retour sur investissement en proposant le podcast dans l'abonnement, c'est-à-dire va y avoir une offre freemium de podcast et une offre premium qui sera liée à nos abonnés. Là, on voit que on monétise pas de façon directe le podcast, on le monétise finalement en premiumisant, en augmentant quelque part qualitativement l'abonnement. Et là, eh bien, on va venir jouer sur le levier de la rétention des abonnés, voire de la conquête de nouveaux territoires d'abonnés qu'on va aller séduire avec une offre de podcast premium. Alors, pourquoi je mentionne ce premier mode d'abonnement ou vente à l'unité de votre production média en premier? Parce que, en fait, il est relativement incompatible avec les autres modes, au sens où les abonnés, une fois qu'ils sont abonnés, ils accèdent au podcast, ils auront tendance à vouloir que leur podcast ne contienne pas de pub ou d'annonces parce qu'ils considéreront que dans la mesure où ils sont abonnés, il faut des contenus sans pub. Voilà. Donc cette première ligne étant traitée, j'en arrive au tableau en tant que tel. Donc vous voyez dans ce tableau, il y a déjà 4 colonnes. Les 4 colonnes verticalement correspondent aux 4 grands modes, aux quatre grandes façons de rendre un annonceur présent dans un podcast. Comment un annonceur va être mentionné dans un podcast? La première méthode, c'est le spot publicitaire, qui peut être en pré-roll avant le podcast, en mid-roll, en plein milieu du podcast, on peut en avoir plusieurs, et puis en post-roll à la fin du podcast. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est le host read. C'est tout simplement le journaliste qui va vous dire, eh bien, cette émission sur l'expertise comptable est financée par tel et tel cabinet. Donc ça, c'est vraiment le journaliste qui va porter dans sa voix l'annonceur. Vous avez le billboard. Donc là, le billboard, c'est mettre en générique, en indicatif de l'émission, mentionner l'annonceur. Et puis enfin, le dernier mode, c'est le contenu de marque. C'est l'ensemble du podcast qui est une production sur mesure produite accompagnée par un annonceur. Alors, on voit que ce qui caractérise ces 4 modes, progressivement, c'est l'intimité entre l'annonceur et le contenu. Quelque part, plus vous allez du spot en passant par le host reel, le billboard, vers le contenu de marque, plus vous aurez une intimité forte entre la ligne éditoriale de votre contenu et l'annonceur. Donc, quelque part, plus vous allez pouvoir aussi valoriser en termes de monétisation, faire payer plus cher le contenu. Mais on y viendra tout à l'heure. Alors ensuite, on a les grandes méthodes de monétisation qui s'accompagnent de ces 4 modes d'intégration de l'annonceur dans le podcast. Le premier mode, c'est la publicité programmatique. La publicité programmatique, ou la publicité d'ailleurs gré à gré, ça s'appuie sur des ad serveurs qui peuvent être opérés par plusieurs régies en parallèle. Vous pouvez avoir une régie de priorité 1 et une régie de priorité 2 qui vont injecter des pubs à partir de campagnes programmées dans cet ad serveur, qui vont injecter des pubs en pré, mid ou post-roll de vos podcasts. Et là, ce qu'on observe, c'est que le CPM, c'est-à-dire le coût par millier facturé auprès des annonceurs, oscille entre 10 et 15 euros par millier. On mentionne souvent une moyenne de 15 euros CPM. Ensuite, on a la publicité, alors ça c'est pour la publicité programmatique. Ensuite, on a la publicité en gré à gré. Dans la publicité en gré à gré, le CPM en gré à gré va pouvoir monter, puisque là on va être dans une discussion plus fine autour d'un format de podcast particulier, un contenu particulier. On va être dans une discussion un petit peu plus élaborée commercialement et également sur le fond. Et là, on va pouvoir avoir des CPM qui montent à 75 euros par CPM. On a vu aux US des ventes de CPM à une centaine de dollars. Dans la publicité gré à gré, ce qu'on observe quand même sur le marché aujourd'hui, c'est aussi pas mal de ventes au forfait. Au forfait, à l'épisode ou à l'émission. Et ça va permettre de faire grimper les tarifs parce qu'on va, par exemple, dire cet ensemble d'émissions, eh bien, je vous le vends à partir sur tel tarif, sur ce package. Et là, on va pouvoir avoir une négociation qui sera pas forcément au CPM, mais qui sera plutôt orientée sur le quali de l'audience qu'on adresse et le quali de la production qu'on propose. Quelque part, si vous avez une audience qui est
assez restreinte, mais hyper qualitative, hyper qualifiée pour un annonceur, eh bien, vous allez pouvoir valoriser sans passer par la modalité CPM, mais en passant sur cet aspect quali et négocier un forfait qui sera plus intéressant. Ensuite, vous avez le mode sponsoring. Le mode sponsoring, c'est celui qui est aujourd'hui le plus développé pour les médias qui se lancent dans le podcast. Parce que c'est assez naturel quand on se lance d'aller chercher des sponsors. Donc évidemment, quand vous sponsorisez des émissions, vous n'allez pas pouvoir utiliser de la publicité en spot pré-roll, mid-roll, post-roll parce que votre sponsor va pas vouloir qu'il y ait une publicité. Par contre, vous allez mentionner le sponsor, l'annonceur, à travers du host read ou du billboard. Et là, la négociation, elle va se faire sur la vente par épisode, avec un tarif par épisode. Et ce tarif va être très variable selon le format, selon l'écosystème, selon le volume que vous proposez, selon la diffusion et puis éventuellement selon le packaging cross-média que vous allez pouvoir proposer. Un packaging, par exemple, qui allie une production de podcast avec une production d'articles écrits. Et alors souvent, on nous demande chez Saouty, mais combien ça se vend un épisode, un podcast, un épisode d'un podcast? Alors nous, on constate sur le marché que les tarifs vont varier entre 400 et 500 euros par épisode au grand minimum. Et on voit qu'à 400 euros, 500 euros, on est pratiquement au coût de production d'un format vraiment très, très simple. Donc, on est vraiment sur le bas de l'échelle. Et puis, ça va jusqu'à 10 000 euros l'épisode. On a des clients qui ont vendu des épisodes à 10 000 euros. Ils ont même vendu 10 épisodes 10 000 euros, donc sur des contrats de 100 kilos euros. Donc, on voit que ça peut monter sur des échelles de l'ordre de quelques kilos euros par épisode. Et ce qu'on constate le plus souvent sur le marché, c'est des ordres de grandeur de 2 kilos, 3 kilos euros par épisode. C'est grosso modo ce qu'on voit. Mais à nouveau, ça va vraiment varier en fonction du format, de l'écosystème, du volume, de la diffusion. Et puis enfin, il y a le brand content et l'événementiel. Et là, alors on est sur des échelles de valorisation qui sont similaires. Mais là, dans le cas du brand content, on est sur du contenu de marque, donc ça va être très variable d'un écosystème à l'autre. Et puis sur l'événementiel, on va être sur une présence du média dans l'événement. Donc là, il y a une valorisation de la marque, en plus de la valorisation de la production et de la diffusion. Voilà pour cette matrice. Alors, si on regarde ça dans les grands principes, on a fait une cartographie Saouty des modèles publicitaires. On voit, alors on a mis sur un axe horizontal la notion d'audience. Donc, à gauche, vous avez les audiences quand vous commencez à vous lancer dans le monde de l'audio. Donc, vous allez avoir, on va dire 10 000, quelques dizaines de milliers d'écoutes par mois. Et puis, à droite, vous avez les plus grandes audiences qui vont commencer à approcher le million, voire dépasser le million d'écoutes chaque mois. Donc ça, c'est sur l'axe horizontal. Et puis, vous avez l'axe vertical, qui est l'intimité entre l'annonceur et le contenu. Donc, si on sort la problématique d'abonnement et de vente dont on a parlé tout à l'heure, vous avez grosso modo la publicité programmatique qui va plutôt convenir à des médias à forte diffusion et plutôt généralistes, et pas forcément avec une très grande intimité entre l'annonceur et le contenu. Puis après, vous allez, au fur et à mesure, en montant en haut à gauche, vers des médias plutôt très quali, peut-être avec moins d'audience, mais c'est pas un problème parce qu'on va valoriser le quali, et vous allez vous orienter vers du sponsoring, du brand content et de l'événementiel. Ça veut dire que si vous vous lancez avec un média très quali, vous allez plutôt monétiser avec du brand content, de l'événementiel et du sponsoring. Et puis au fur et à mesure que votre audience va se déployer et que vous allez toucher une population très large, eh bien vous allez monétiser avec de la publicité gré à gré et la publicité programmatique. Alors le schéma qui suit et qui va introduire la dernière partie de cette présentation sur les cas clients, c'est un schéma où on a fait un petit mapping de l'usage qui est fait par nos clients, enfin des différents types de monétisation qu'on observe chez quelques... Alors, on n'a pas mis tous nos clients, on a mis quelques clients emblématiques, mais on voit par exemple que Web Radio Édition, c'est un client qui produit un certain nombre de radios, on voit qu'il va utiliser plusieurs modalités, la publicité gré à gré, le sponsoring, le brand content et l'événementiel. Ouest France, dont on va parler tout à l'heure, on voit qu'ils utilisent la publicité gré à gré, mais surtout le sponsoring et en partie aussi le brand content et l'événementiel à travers Ouest France Communication. Russell Advertising, pareil. Et donc, le Phocéen, on est plutôt sur la publicité gré à gré pour l'instant, mais ils vont se développer ailleurs. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas hésiter à utiliser les différentes modalités de monétisation en parallèle autour de l'audio digital. Alors, j'en arrive à la dernière partie, ce sont les cas clients. Donc, on va passer 5 minutes à regarder quelques cas clients, allez, 5 à 8 minutes à regarder quelques cas clients. Et puis après, on passera aux questions que vous aurez eu la gentillesse de poser sur l'onglet questions. Donc, le premier cas client dont je veux parler, c'est Ouest France. Donc, Ouest France,
Déjà, pour commencer, c'est une audience de 500 000 écoutes en septembre. Donc, il y a eu une très forte progression dans les derniers mois. Ouest France qui s'est lancé courant 2019 sur l'audio. Aujourd'hui, chez Ouest France, il y a une production d'une trentaine de podcasts et d'émissions qui sont en place, qui étaient en place fin octobre. 25 journalistes ont été formés par le biais de Saouty, et puis il y a un réseau de producteurs partenaires qui a été mis en place. Donc on voit que Ouest France a utilisé cette approche qui consiste à avoir des journalistes en interne formés, mais aussi des réseaux de partenaires qui produisent des podcasts, parmi les 30 podcasts, pour Ouest France. Donc le ROI, quelque part, est aussi optimisé parce qu'il n'y a pas que de la production en interne, il y a de la production à travers des partenaires. Alors après, il y a la monétisation. Ouest France a mis principalement en place une monétisation de type sponsoring, avec quelques exemples. Donc, par exemple, sur le Vendée Globe, la couverture du Vendée Globe, il y a un certain nombre d'émissions que vous pourrez retrouver sur le mur des podcasts de Ouest France, qui ont été financées par le Conseil départemental de Vendée. Vous avez des émissions autour de la santé qui ont été sponsorisées par Harmonie Mutuelle. Vous avez des émissions sur l'anniversaire de la Seconde Guerre mondiale qui ont été sponsorisées par le Mémorial de Caen. Et à chaque fois, on a eu une monétisation qui était de l'ordre de 5 à 10 kilos € par projet, selon le contexte de partenariat, pour 1 ou 2 épisodes. Donc on voit qu'on est dans les volumes de quelques kilos € par épisode. Vous avez également une monétisation en gré à gré qui a été mise en place par publicité, cette fois par du spot publicitaire. Et là, c'est la régie 366, qui est régie nationale pour la PQR, qui prend en charge cette monétisation. 366, c'est monétiser de l'audio. Et puis enfin, en réflexion, vous avez l'approche qui va consister à premiumiser l'abonnement, donc de faire en sorte qu'il n'y aura pas de pub pour les abonnés. Donc pour rappel, chez Ouest France, on a 130 000 abonnés numériques et 500 000 abonnés print. Et puis enfin, il va y avoir des séries, il est prévu des séries de podcasts exclusives qui seront produits pour les abonnés numériques dans un objectif de rétention et d'acquisition d'abonnés. Donc ça, c'est la partie, on va dire, éditoriale de Ouest France, journal. Et puis vous avez la partie Ouest France Communication, qui est une entité B2B, qui également monétise des podcasts. Je vais vous donner un exemple qui est assez emblématique de ce qui est fait par Ouest France Communication. Il y a d'autres exemples, mais celui-là est intéressant. C'est une émission qui s'appelle Les Jeunes face à la banque, qui est une série de 6 podcasts qui a été produite aux côtés, sponsorisé par la Banque Populaire, enfin c'est du brand content en fait, pour être plus précis, pas de la sponsorisation, pardon. Donc c'est du brand content produit pour la Banque Populaire Grand Ouest, avec pour cible les jeunes adultes. Et le contexte, c'était que Ouest France Communication voulait trouver un plan de secours spécial Covid, puisque des contenus qui devaient paraître dans un journal print n'ont pas pu paraître et ont été suspendus à cause du Covid. Et donc on était parti sur cette approche avec du podcast qui a très bien fonctionné. Donc, on est bien sur du brand content avec du host read. Donc, la Banque Populaire Grand Ouest est mentionnée en host read dans ce brand content. Et la valorisation du projet, eh bien, c'est 16 kilos € avec une exposition à l'ensemble de l'audience Ouest France. Donc, on voit qu'on est sur un tarif à peu près de, pour 6 podcasts, on va être sur un tarif qui est de l'ordre de quelques kilos € par podcast. Par épisode, pardon. Donc voilà pour Ouest France. Le cas client suivant, c'est Web Radio Édition. Donc Web Radio Édition, c'est un éditeur de multiples radios, Beta Series, Radio, Bâti Radio, Radio Patrimoine, Radio Imo, Radio Médecine Douce, Radio Territoria. Donc ce sont des radios affinitaires. Donc on est bien sur la notion de radio. Donc il y a un flux et des podcasts replay qui sont générés derrière ce flux. L'audience globale donc de Web Radio Édition, c'est 2 à 3 millions d'écoutes par mois. Ça marche vraiment très très bien sur des marchés vraiment de niche et très qualifiés. Et la monétisation mise en place par Web Radio Édition mixte les différentes approches en fonction des écosystèmes. Vous avez pour certaines radios de la pub programmatique et du gré à gré sur les flux, mais pas encore sur les podcasts, même si là, la semaine dernière, il y a eu cette demande de mettre en place la monétisation aussi sur les podcasts. Vous avez du sponsoring, vous avez un exemple de sponsoring en dessous là qui est spécifique là en l'occurrence à Radio Médecine Douce, avec un billboard et une émission qui est réalisée avec un partenaire. Vous avez également du brand content avec des partenaires qui animent eux-mêmes des émissions, donc c'est un brand content assez sympa parce qu'on introduit, le partenaire parle en tant qu'expert dans l'émission. Et vous avez beaucoup d'événementiels chez Web Radio Édition, alors beaucoup moins en ce moment, donc Web Radio Édition se tourne plutôt sur les 3 modes précédents, mais quand on n'est pas en période Covid, il y a beaucoup d'événementiels chez Web Radio Édition. Le cas suivant, c'est le groupe Russell, donc le grand groupe franco-belge. Et là, on a 2 titres qu'on vient de lancer, Sud Presse et Le Soir, mais il y a d'autres titres qui sont en train de se lancer en France. Et Russell, a mis en place 2 types de monétisation.
une monétisation de type brand content, puis je vais faire un petit focus là-dessus, et une monétisation de type publicité gré à gré, et en France d'ailleurs c'est 366 qui va travailler avec Russell. Alors Sudpresse vient de se lancer, on est à 53 000 écoutes par mois en moyenne, lancé en avril. Alors ils ont mis en place progressivement leur production, donc on voit qu'on est au lancement sur des ordres de grandeur de quelques dizaines de milliers d'écoutes, et puis progressivement ça ira vers 100 000, plusieurs centaines de milliers, pour rejoindre des ordres de grandeur qui pourront atteindre le million d'écoutes par mois. Alors, un petit zoom sur le brand content chez Russell. Donc, ils ont mis en place quelque chose que je trouve assez intéressant, qui est un brand content auprès de la cible restaurateur. Donc, le principe, c'est très simple. Donc, ils ont lancé ça en avril 2020. Le principe, c'est de vendre des packages qui sont de 3 mois, 6 mois, 12 mois, avec un épisode par mois. Et ils proposent aux restaurateurs, au restaurant, à chaque épisode, de présenter très rapidement le restaurant, une recette et 3 ingrédients. Et le journaliste qui produit l'émission, c'est le commercial qui est en charge du secteur. Donc, il y a aussi une dimension personal branding chez Russell Advertising qui va permettre de valoriser aussi le commercial auprès de son écosystème de clients. Alors, la monétisation qui a été choisie, et là, c'est pour souligner, enfin, ça illustre bien le fait que la monétisation, elle peut être vraiment adaptée à l'écosystème, au contexte. Elle est de 400 € par épisode. Donc, c'est pas cher du tout. C'est vraiment très, très bas. Pourquoi ce tarif très bas? Eh bien, c'est lié au fait qu'ils veulent lancer l'opération. Et puis, c'est lié au fait de la période Covid, parce que les restaurateurs sont en difficulté. Et donc, ils ont pris quelque chose qui est volontairement très intéressant financièrement. L'objectif, c'est de générer chez Russell 90 kg de recettes en année 1, ce qui correspond grosso modo à 18 restaurants fois 12 mois, qui vont prendre des packages de 12 mois. Alors, les premiers résultats sont très positifs. Les restaurateurs apprécient énormément le principe. Et puis, ça donne une fidélisation sur le secteur qui va générer du business en termes de retour sur investissement, non seulement par l'audio, mais aussi par le biais d'autres ventes autour de la restauration. L'exemple suivant, c'est le Phocéen. Donc, le Phocéen, pour ceux qui aiment le foot, c'est le pure player qui est dédié à l'Olympique de Marseille, donc avec un site qui a une très belle audience. Il se trouve que la communauté de l'OM était en demande d'une production audio. Donc le Phocéen s'est lancé d'abord pour aller assez rapidement sur la retranscription en audio de format vidéo, qui n'est pas la solution idéale, mais qui permet de se lancer assez rapidement quand on a déjà du format vidéo. Et puis ensuite, ils ont mis en place 3 vrais formats audio qui sont des podcasts natifs, et d'autres sont à venir, sont en préparation. Aujourd'hui, les principales plateformes, les plateformes qui génèrent de l'écoute, au démarrage, je dis aujourd'hui, mais au démarrage, c'est Spotify et le site Le Phocéen. Et quand ils ont lancé cette idée, le premier mois, ils ont fait 6 000 écoutes par mois. Donc, on voit qu'au début, c'est quelques milliers d'écoutes à nouveau, mais ça ira en progressant très très vite, évidemment, parce que Le Phocéen a une très belle audience. Alors, la monétisation qui est mise en place, c'est la pub programmatique et gré à gré, c'est déjà en place. Et puis en projet, vont être mis en place des modèles complémentaires qui sont le sponsoring en mode host-read et du brand content qui sera produit avec des annonceurs par le Phocéen. Je termine par un dernier exemple qui est La Dépêche Events. Le groupe La Dépêche lance le podcast sur l'ensemble de ses titres. Donc, sont déjà lancés l'Indépendant, Midi Olympique, et puis vont débarquer La Dépêche du Midi, etc. Donc, l'ensemble des titres du groupe La Dépêche. Et il se trouve qu'il y a l'entité également Dépêche Events qui monétise le podcast. Alors, l'exemple qui a été mis en place, qui est assez récent, qui était en octobre, c'est la création d'une série de 10 podcasts dans le cadre du festival d'influence marketing TubeCon Pro. Donc la cible, on est bien dans du B2B. Et l'édition 2020, il se trouve qu'elle a été 100% digitale pour s'adapter au contexte Covid, avec des objectifs très clairs de la Dépêche Events et son partenaire Reach. C'est 1, faire rayonner la marque TubeCon Pro auprès d'une audience nationale. Et l'intérêt du podcast, c'est que par rapport à l'événement physique qui était localisé, on va pouvoir rayonner sur une audience nationale. Et ainsi aller chercher plus d'annonceurs pour l'édition 2021. Donc ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'était la rétention, bien évidemment, des partenaires historiques, puisqu'on annulait l'édition physique, il fallait se transformer en édition numérique. Et il se trouve que fin octobre, on a d'excellents retours sur cet événementiel de la Dépêche Events, puisque les partenaires historiques ont été conquis par le format podcast. Et la monétisation qui a été mise en place, c'est assez simple, c'est du sponsoring et du billboard, puisque les partenaires étaient cités dans le générique, dans l'indicatif de l'émission, et puis étaient associés dans la stratégie de promotion également.
Voilà ce qui clôture ma présentation, qui est un petit peu débordée des 30 minutes. On est à 35 minutes. Un grand merci pour votre écoute. Voilà, vous l'avez compris, les enjeux liés à la monétisation de ce nouveau format et la façon dont cela s'articule avec la stratégie à la fois éditoriale et commerciale des médias, qu'ils soient des médias nationaux, des médias spécialisés, des médias régionaux. Ce sont des vraies questions et un certain nombre d'initiatives qui ont été détaillées par Laurent montrent qu'il y a des voies vraiment intéressantes à creuser. En tout cas, les idées ne manquent pas. La diversification autour de l'événementiel est aussi un sujet important et l'audio y tient sa place. Et écoutez, si vous souhaitez creuser l'ensemble de ces sujets avec nous, on en sera évidemment ravis. Vous pouvez nous retrouver sur contact@sauti.com et sur nos réseaux sociaux, bien entendu, LinkedIn et Twitter en tête. Je vous remercie infiniment de votre attention et à très bientôt. La presse au futur, 100% digital. Une production Dot Events et Broadcast Associés.